je vais remplacer une compta récurrente, hein, dont on sait que bon, elle va souffrir plus en plus, par un conseil récurrent. Le problème fondamental quand on veut mettre en place du conseil, c'est le temps. Aujourd'hui, on a le choix de se dire « je veux plus que ce soit comme ça et je vais m'en donner les moyens ». Alors aujourd'hui, on va parler de conseils. Alors ce mot, c'est un petit peu, je dirais pas qu'il est tabou, mais on met un petit peu, c'est un peu fourre-tout. Tout le monde a sa vision du conseil. Et ben, j'ai demandé à un expert comptable spécialiste qui se passe son temps sur le réseau à défendre ce mot-là et à pousser ses confrères à l'utiliser au quotidien. C'est Olivier Sanchez. Bonjour Olivier. Bonjour Florian. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui et tu vas m'aider en gros en une demi-heure à aider les confrères à faire du conseil comme toi tu le présentes. Ok? On va faire au mieux. Allez. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu d'où tu viens, que tu es expert comptable et ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. Donc, ça fait presque une vingtaine d'années maintenant, le temps passe vite, mais en tout cas, que je suis dans la comptabilité. Dès que je me suis lancé dans la comptabilité, après avoir fait une autre carrière précédemment, mon idée de base, dès le début, ça a été de vouloir faire du conseil, d'accord, d'essayer de trouver autre chose que de la production de comptes. Alors aujourd'hui, ça paraît un petit peu plus évident, mais c'était un peu moins le cas à l'époque. Et donc, j'ai cherché à trouver des moyens de, voilà, une piste hein, pour pouvoir faire du conseil, à la fois pour faire évoluer l'offre du cabinet, pour que ce soit rentable et bien sûr pour rendre service aux clients. Donc, j'ai passé un certain nombre de diplômes, j'ai essayé un certain nombre de choses qui m'ont, et on va en parler, qui m'ont amené jusqu'ici. Et donc, aujourd'hui, effectivement, je suis toujours expert comptable. J'ai un cabinet expertise comptable avec des associés que je salue d'ailleurs. Et je fais quand même essentiellement du conseil aujourd'hui, c'est-à-dire très très peu de comptabilité, beaucoup de conseils à mes clients, bien sûr dirigeants du cabinet, mais aussi à des clients qui ne sont pas clients du cabinet, hein, donc à travers une autre structure. Et surtout et essentiellement ce dont on va parler aujourd'hui, j'accompagne les cabinets expertise comptable, les experts comptables, à mettre en place dans leur propre cabinet on va dire la méthode hein, qu'on a construite pour faire du conseil aux dirigeants. C'est aujourd'hui, je viens de chercher là-dessus. Mais avant qu'on rentre, il faudrait bien qu'on se mette d'accord sur ce mot-là. Parce que tu vois, on le met un petit peu à toutes les sauces. Tout le monde dit il faut faire du conseil. Il y en a, ils vont te dire, bah, en fait, ça va être les prévoyances pour le chef d'entreprise. D'autres vont te dire c'est du contrôle de gestion. Toi, tu sais, tu maîtrises, c'est quoi le mot conseil? Je veux ta définition. Alors, c'est vrai que c'est très difficile de trouver une définition du mot conseil. Le mot conseil regroupe beaucoup de choses. Hein. Ma grand-mère me donnait des conseils, ma mère me donne des conseils, le voisin me donne des conseils, mon expert comptable me donne des conseils. C'est difficile de faire un lien avec tout ça, mais si on essaye de faire simple, disons simplement que déjà nous, et on va en reparler, mais ce qui nous intéresse, c'est le dirigeant, d'accord? Donc c'est la personne du dirigeant. Et donc pour conseiller le dirigeant, globalement, il y a deux axes principaux. Il y a tout ce qui va lui permettre de gagner plus d'argent, d'accord? Donc tout ce qui va lui permettre de produire mieux, tout ce qui va lui permettre d'être plus efficient dans son entreprise et de générer plus de ressources. Ça, c'est tout un volet. Et il y a un deuxième volet qui est, une fois que toutes ces ressources ont été générées, comment faire en sorte qu'il nous en reste le plus possible par rapport à un objectif précis. On va en reparler également. Ça, c'est vraiment les deux grosses parties du conseil pour moi, avec un sous-jacent qui est la partie humaine, hein, le profil, la façon d'être, le passé de chaque personne, sa façon de voir les choses. Et ça, il faut l'additionner et le multiplier par le couple. Hein. C'est-à-dire quand on est dirigeant tout seul, mais quand on est marié, quand on est marié avec quelqu'un qui travaille avec vous dans l'entreprise, ça génère des complications et des opportunités aussi supplémentaires. Et ça complexifie aussi la liaison, le côté humain des choses, hein, parce que vous pouvez en avoir un qui a plus ou moins envie de faire une chose ou qui voit les choses d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc si on veut résumer un peu le conseil, c'est répondre à un besoin que le client, par essence, je vais y revenir aussi, n'a pas identifié, n'est pas en capacité d'identifier, mais donc il va falloir aller chercher au plus profond de lui-même, sous deux angles, générer plus de ressources, économiser
le maximum. Tout ça avec, disons, en lien avec ses valeurs et le sens qu'on veut donner à sa vie finalement, parce que c'est un peu ça. On va mettre un petit peu en forme aussi pour aller, que ce soit un peu plus, compréhensible pour tout le monde. On s'était pris, nous, en préparant le rendez-vous d'aujourd'hui, un cas fil rouge. Je t'ai dit: «Bah, en gros, je t'apporte un artisan commerçant qui vient voir son expert comptable pour monter une SCI». Voilà. Il a vu quelqu'un qui lui a parlé que la SCI, c'était super bien pour sa boîte et donc il a rendez-vous avec toi. Donc moi, j'aurais que tu m'aides. Comment tu abordes, déjà ce premier contact où ton client, il arrive et il te dit: «Bah, voilà, moi, je veux une SCI, mais je sais pas pourquoi». Alors l'élément central, alors que ce soit avec les clients ou avec les prospects, hein, d'ailleurs, de manière générale, l'élément central, qui est un peu le fil rouge, c'est l'écoute. C'est-à-dire que pour pouvoir, guider gentiment le client, le prospect, en tout cas l'artisan là en l'occurrence, vers la bonne réponse, d'accord? Il faut tout de suite faire cet effort de sortir du schéma, technique dans lequel, tout à fait involontairement, il va nous mettre, hein. Donc en gros, que ce soit quelqu'un qui lui ait dit, le café du coin ou l'avocat, peu importe, globalement, il vient avec une idée technique. Voilà, je voudrais faire une SCI, pour, mon projet. La manière de procéder, c'est de comprendre quel est le projet, de le faire parler sur, ce que lui, il veut et gentiment de lui faire comprendre qu'en réalité, la SCI, c'est un élément technique et c'est nous, les techniciens, d'accord? Donc en gros, vous voulez une SCI, très bien, mais en fin de compte, quel est le projet derrière? Mettons de côté 5 minutes la SCI. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il peut y avoir plein d'autres façons de faire. Ça peut être en direct, ça peut être avec une SARL de famille, ça peut être à travers la société par elle-même, ça peut être, avec une société en commandite simple et cetera. Donc, mettons de côté pour l'instant l'aspect technique. Peut-être que ce sera une SCI, peut-être que ce ne sera pas une SCI. Le sujet n'est pas là, c'est qu'est-ce que, quel est l'objectif en fait du projet? Voilà. Là, tout de suite, on va avoir les informations qui nous sont plus utiles. C'est-à-dire, est-ce que c'est un projet professionnel, un bâtiment professionnel, un bâtiment non professionnel? Et finalement, derrière, quelle est l'idée? Souvent, en ce moment, on en voit beaucoup, des constructions de holding avec des SCI, d'accord? Mais finalement, l'idée, c'est simple, c'est de créer un patrimoine personnel, d'accord? Mais d'essayer, en tout cas, quelqu'un a eu la bonne idée de leur dire qu'on pouvait le faire sans finalement utiliser sa trésorerie perso et sans payer d'impôts en passant par la holding. Voilà. Là, il va falloir détricoter un petit peu ça en expliquant au client que ce qui importe, c'est pas le montage à ce stade, c'est son projet. Les gens comprennent assez bien quand on leur pose des questions, puisque finalement, on leur pose pas si souvent que ça ce genre de questions. Et donc, ils comprennent que finalement, effectivement, ce qui est important, c'est le projet. Une chose qui est très efficace, Florian, et j'invite tout le monde à le faire, c'est quand vous êtes face à quelqu'un qui est un peu convaincu, qui est un peu, voilà, qui est un peu accroché à ce que, voilà, donc je veux une SCI, hein. Moi, j'ai des gens, des fois, comme je travaille avec beaucoup d'experts comptables, on a des clients, je veux une holding, voilà, et puis on a un peu du mal à les faire décrocher de ça. Là, l'idée en général qui fonctionne très bien, c'est de les renvoyer vers leur propre profession, d'accord? Donc si on a affaire à un artisan, par exemple, je dirais: «Bah, écoutez, on va faire comme si vous veniez, faire des travaux chez moi». Ouais. C'est quoi l'idée? C'est je viens vous dire ce que vous devez faire ou je vous explique quel est mon problème, d'accord? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous le professionnel qui devez dire: «Compte tenu de votre problème, voilà ce qu'il faut faire», ou est-ce que c'est moi, client, qui viens vous dire: «Voilà, je veux que vous fassiez ça, 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 dites-moi combien ça coûte» et on n'en parle plus? Ça, alors il faut savoir le faire, mais c'est une technique redoutable pour arriver à faire sortir le client de sa mécanique technique, lui faire permettre lui faire faire un pas de côté et lui permettre de commencer à parler. Voilà. Et quand vous laissez les gens parler, ils parlent. La plupart du temps, en tout cas, ils parlent. Tu dis: «Il y en a, ils sont butés». Mais comment tu peux éviter de répondre trop vite, toi aussi en disant: «Bon, je vous connais déjà», parce que tu fais la comptabilité, tu connais l'environnement, en disant: «Bon allez, j'ai pas le temps, je suis en période fiscale, je vais vite lui donner la réponse et puis, voilà». Est-ce que c'est important de prendre le temps, toi? Alors, bien sûr, tout ça est en lien avec une stratégie globale, hein, de est-ce qu'on veut vraiment faire du conseil ou pas. Mais si le travail est presque un des plus durs d'ailleurs, hein. Un des plus difficiles, c'est de se forcer à ne pas de répondre techniquement, à ne pas rentrer avec le client dans un débat technique, d'accord? Ni à essayer de le contredire sur le fait qu'il faut faire une SCI ou pas. Parce que si on fait ça finalement, on va obtenir pas grand-chose, d'accord? Puisque finalement, si je lui réponds, je lui vendrai rien déjà. Ah, voilà, donc oui, bah OK, on fait une SCI. Alors, vous avez des experts comptables qui vont vous dire: «Bah, je récupérerai une mission d'expertise comptable pour la SCI».
Très bien, c'est pour ça que je dis c'est une question d'enjeu et une question de stratégie, d'accord? Mais si on ne veut pas se limiter à simplement récupérer une, mission d'expertise comptable de SCI, la question c'est surtout: j'écoute, je ne réponds pas techniquement, je ne rentre pas dans un débat technique avec le client. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, le client n'est pas compétent techniquement. Enfin, si jamais il est compétent, qu'il vienne travailler à ma place, il a pas besoin de moi, vous voyez? Donc, si tu veux, le sujet, c'est de dire, vous n'y connaissez rien, je ne vais pas discuter avec vous de savoir s'il faut faire une SCI ou pas une SCI. Et de toute façon, quand bien même vous y connaîtriez quelque chose, à l'instant T, je n'ai pas l'énoncé. D'accord? Il me semble que quand on passe nos examens d'expertise comptable, on nous donne un énoncé. Si j'ai pas la moitié de l'énoncé, je peux pas répondre. Mais là, c'est pareil. D'accord? Donc, même si je connais le client, je connais pas forcément tout. Je sais pas forcément quel est son projet derrière, ni les conditions. D'ailleurs, souvent, on en apprend des belles quand on commence à les laisser discuter. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester en retrait, de se forcer à écouter, mais à ne donner aucune réponse technique et pas rentrer dans ce débat-là. Est-ce que tu as une trame à suivre? Où tu te dis à chaque fois: «Bon voilà, je reprends avec vous le fait que vous avez tant d'enfants, vous voulez prendre la retraite à tel moment, comment vous voulez avoir votre vie, avec telle rémunération à ce moment-là et peut-être dans 15 ans?» Tu as tout un process là-dessus? Il y a un élément fondamental, c'est que, en tout cas, de la manière dont nous on le traite, et qui semble fonctionner, c'est qu'on ne peut pas mélanger un moment de vente d'une mission de conseil, d'accord? Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on n'est pas, un organisme à but non lucratif, on n'est pas fonctionnaire de l'État non plus, hein. Donc oui, il y a des fois, on a des réponses rapides parce qu'on a l'expérience, parce qu'il y a des choses qui sont faciles pour nous et qui ne le sont pas pour le client. Pour autant, parce que c'est facile ou parce que c'est rapide, ça ne vaudrait rien. Non. En réalité, ce qui compte, c'est la valeur ajoutée pour le client et si on prend le temps de le traiter correctement, il y a une énorme valeur ajoutée. Donc, la première chose à faire, c'est de lui vendre une mission, c'est de prendre le temps de lui vendre quelque chose. Peu importe à la limite comment on l'a constitué, mais c'est de lui vendre quelque chose. Et donc, pour lui vendre quelque chose, il faut simplement lui faire comprendre que la question, c'est pas tant de savoir s'il faut faire une SCI ou pas, c'est dans un espace global de son projet global de vie, d'accord? C'est-à-dire avec sa situation personnelle, avec les ressources à sa disposition, avec ce qu'il compte faire, l'âge qu'il a, les enfants, le conjoint, etc. D'accord? Bah, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir analyser tout ça et voir qu'est-ce qui est le mieux. Et ça va prendre du temps. Je ne vais pas vous répondre maintenant. Si je vous réponds maintenant, soit ça veut dire que c'est la même réponse pour tout le monde, c'est-à-dire c'est pas du sur-mesure, c'est de l'industriel. Ok, alors tout le monde devrait faire des SCI, par exemple, hein, bon, voilà. Bien sûr. Et si vous n'avez pas votre SCI ou votre holding maintenant, à 50 ans, vous êtes foutu. Et sinon, l'autre option, c'est de dire, comprenez bien que c'est du sur-mesure. Si vous êtes conscient qu'il n'y a pas deux clients pareils, il n'y a pas deux situations identiques, alors c'est du sur-mesure. Si c'est du sur-mesure, en fait, ce que je dois vous vendre là aujourd'hui, c'est que vous m'accordiez des ressources pour que j'ai le temps de traiter correctement votre demande. Voilà. C'est ça qui est très important, y compris en période fiscale. Il n'y a pas d'histoire de période fiscale ou pas période fiscale. Il faut pouvoir faire cette mission d'accompagnement n'importe quand. Bon, avant de partir sur la mission à vendre, est-ce qu'il faut construire du coup un accompagnement sur mesure? Et donc là-dedans, ce que j'aimerais que tu m'aides, c'est que quand tu fais ton conseil, toi, est-ce que tu vas te limiter à un sujet entre guillemets «isolé»? C'est-à-dire là, il est venu par la SCI, ou et tu vas dire: «Bon, je vais aller sur cette partie peut-être patrimoniale», ou tu vas dire: «Bon, comme tu m'as expliqué 360, maintenant on va voir votre vie et prenons bout à bout chaque espace». Donc, en fait, on a une petite vidéo qu'on utilise, d'accord, qui permet de visualiser ce qu'on appelle le schéma des flux. Donc, en gros, pour faire simple, le schéma des flux, c'est cette construction où le dirigeant se lève tous les matins, va travailler, génère des ressources dans l'entreprise, d'accord, et ce sont ces ressources qu'il a générées qui sont ensuite dépensées, si on peut le dire comme ça, utilisées pour la retraite, la prévoyance, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, avant de finir finalement dans son patrimoine privé, d'accord? Ce qui lui permet d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger, d'être en bonne santé, de s'occuper de ses enfants et donc de retourner travailler. Et ça, c'est un cercle qui tourne en permanence, un cercle qu'on dit vertueux. Le principe, c'est de dire, ce qui nous importe, nous, par rapport à votre projet, c'est de savoir combien de ressources vous allez générer, d'accord? Et comment on va les utiliser efficacement par rapport à votre objectif personnel. Alors les objectifs personnels, il peut y en avoir plein, il peut y en avoir plusieurs avec des temporalités différentes, mais pour te donner quelques exemples, ça peut être: je veux faire le tour du monde, je veux arrêter de travailler avant quelques années avant l'âge légal de droit à la retraite, qui
qui est un des objectifs qui revient le plus souvent maintenant. Je veux pouvoir protéger mon conjoint, je veux pouvoir payer les études de mes enfants qui vont être assez élevées comme ci, comme ça, etc. Ça, c'est les objectifs personnels. Parfois, il y a des paramètres personnels. Donc, il y a des paramètres qui peuvent être, je veux pas que mon entreprise grossisse trop, je veux pas, je sais pas, par exemple, je veux pas entendre parler du RSI, enfin, SSI maintenant, j'ai déjà eu ça. Ça, c'est des paramètres. Okay, c'est pas des objectifs, c'est des paramètres. Donc, on explique le schéma des flux au client, d'accord? On lui montre, on le visualise, et on lui dit finalement, si on veut être le plus efficient possible, il nous faut une direction. Ça, c'est votre objectif. Donc, il faut qu'on en parle. Quel est votre objectif? Il nous faut un point de départ. Le point de départ, c'est tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez plus de 18 ans. Donc, les sociétés que vous avez construites, telles que vous les avez construites, avec les ressources qu'elles ont, mais aussi ce que vous avez cotisé à la retraite, ce que vous avez mis en place en termes de prévoyance, ou ce que vous avez fait en termes patrimonial et matrimonial. Mariage, testament, tout ce qu'on veut. Bon. Une fois qu'on a le point de départ et le point d'arrivée, finalement, en quoi consiste notre travail? À l'amener du point A au point B. On part de là, on veut aller là, allons-y en consommant le moins de ressources possible. D'accord? Et en consommant le moins de ressources possible, ce schéma, le client le comprend très bien. Et là, il comprend tout de suite que finalement, c'est pas une question purement de patrimoine, de fiscalité, de retraite, de prévoyance, de compta, d'économie, tout ce que tu veux. C'est un ensemble homogène, enfin complet en tout cas, qui requiert donc beaucoup de technicité sur chaque sujet, et pour lequel il faudrait, si on veut être parfaitement efficient, faire intervenir finalement les spécialistes de chaque domaine, mais, et c'est ça qui est fondamental, avec un chef d'orchestre. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, la direction c'est celle-là, donc ok, vous me donnez les techniciens des possibilités techniques, mais comme on n'est pas full budget, hein, on est à ressources limitées, il va falloir arbitrer par rapport à la direction choisie. Ça, les clients, quand on leur explique, alors je te le fais un petit peu en version raccourcie, mais le comprennent vraiment très bien, et ça marche très bien, notamment pour les dirigeants de TPE, qui ont besoin de ces images plutôt que de choses complexes, techniques. Donc toi, tu es le chef d'orchestre, tu viens de déterminer un petit peu, quels sont les besoins. Je suppose que c'est pas toi qui vas faire toute la mission. Comment tu t'organises au sein du cabinet avec tes collaborateurs? Tu as des spécialistes, comme ils sont c'est peut-être les experts les comptables, excuse-moi, qui t'accompagnent sur les missions, c'en est peut-être d'autres? Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, comme ça fait longtemps qu'on fait ça, hein, globalement, bon an, mal an, on va dire, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait ça. Heu, on est arrivé à un stade aujourd'hui, évidemment, évolué de la méthode, hein, ça n'a pas toujours été comme ça. Là, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que il faut des techniciens, il faut des spécialistes dans certaines matières. Patrimoine, donc il faut de l'ingénierie patrimoniale, et même au sein de l'ingénierie patrimoniale, il y a plusieurs spécialistes entre, disons, ce qui va être support financier, ce qui va Mmh. être immobilier, et ce genre d'investissement qui est quand même très lourd dans beaucoup de dossiers, et ce qui va être purement droit civil, c'est-à-dire succession, mariage, etc. D'accord? Ça, c'est un gros volet. Ensuite, on a bien sûr la retraite, hein, c'est-à-dire pas simplement le calcul, mais tous les éléments de la retraite, les cotisations comme ce qu'on va nous rendre. Ça, c'est une spécialité aussi. La prévoyance, c'est une spécialité avec un gros focus sur les contrats de prévoyance, qui sont presque la partie la plus complexe, sous-estimée, largement sous-estimée, mais quasiment la plus compliquée. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui va être fiscalité, montage de société, juridique même, hein, d'accord, droit des sociétés pures, et la partie, disons, expertise comptable, c'est-à-dire l'analyse des données chiffrées. Il faut faire appel à tout ça, d'accord? Donc ça, c'est les ressources techniques. On a essayé au début de voir si on pouvait pas externaliser un certain nombre de choses. Là, j'avance la méthode que nous, on a choisie. Dans la méthode qu'on a choisie, on a fini par internaliser le maximum de choses parce que finalement, l'externe nous compliquait beaucoup la vie. Mais ça, c'est notre niveau d'exigence par rapport au conseil qui faisait que c'était difficile pour nous de travailler avec de l'externe. Donc, on a fini par Tu peux nous internaliser toutes rappeler un petit ces... peu la taille de ton cabinet? Pour que les gens soient Oui, informés. le cabinet n'est pas très très grand en soi, hein. On est une quinzaine, allez, 15-16 collaborateurs. Après, si je prends l'ensemble du groupe, disons du petit Oui. groupe, on est une trentaine. Mais globalement, au niveau du cabinet, on est voilà 15-16. Et donc, on a internalisé. Donc, ils sont pas tous dans le cabinet, ils sont beaucoup dans la filiale dédiée, mais on a internalisé toute cette matière. Mais c'est là où ta question est vraiment très importante. Il faut pas simplement de la technicité, il faut aussi des informations, beaucoup de data, d'accord, et d'informations.
Quand on va faire, et là je reviens sur mon image du GPS tout à l'heure, hein, une Oui. direction, un point de départ, on trace la route, il manque le quatrième point qui est crucial, qui est il faut suivre le client pour continuer à lui dire attention, il y a une rue barrée, on va prendre la suivante, et aussi parce qu'il va se tromper. Alors entre les lois qui correspondraient dans l'image, il y a une rue barrée, il faut prendre l'autre, où il y a un bouchon, bon voilà. Il y a aussi le client qui des fois oublie hein, de nous dire qu'il va faire un truc, fait un truc, c'est-à-dire il prend à droite alors qu'on lui a pas du tout dit de tourner à droite, et le GPS, là, son travail, ça va être de recalculer. Bon. Ça, cette partie suivie, elle est au moins aussi importante que la partie initiale d'analyse. Pourquoi? Parce que les clients, par exemple, quand ils ont 45 ans, admettons, si on les emmène jusqu'à la retraite, ça veut dire qu'on a 20 ans devant nous. Donc le plan initial, si on le laisse comme ça, au bout de peu de temps, il marche plus très bien. Donc il faut suivre. Et là, le cabinet, l'organisation interne du cabinet est cruciale parce qu'il faut les informations. Or, les clients donnent beaucoup d'informations aux collaborateurs des cabinets. Alors, de manière désordonnée, c'est-à-dire au milieu d'une Sûr. TVA, je demande un contrat de travail parce que j'embauche quelqu'un, etc. Au milieu de tout ça, on va avoir une information importante pour nous en termes de conseil. Et donc, on forme autant qu'on peut les équipes à cette mécanique-là pour qu'ils pensent à nous donner les informations. Mais on a aussi un outil qu'on a fait maison, hein, qu'on commercialise aussi aux experts comptables, mais qu'on fait maison qui s'appelle Atomy, hein, pour le coup, euh, et qui permet de centraliser toutes les données qui sont relatives au conseil. Et toutes les informations nouvelles qui arrivent dans le dossier nous arrivent à ceux qui traitent le dossier, donc le chef d'orchestre par exemple, par notification. Voilà. Ce qui permet d'avoir toujours, même si on traite beaucoup de dossiers, on sait qu'on va être informé d'une chose ou d'une autre s'il se passe quelque chose dans un dossier. Ça me plaît ta façon de faire et moi, ce que j'aimerais, c'est que tu m'aides à structurer mon offre. C'est-à-dire que comment tu la présentes et surtout, à quel moment tu vas annoncer le prix à ton client? Parce que derrière ça, il est ravi, mais il se dit: «Bon, il va me le faire combien là, Olivier, le prix?» Alors, ça c'est presque, alors c'est la partie qui intuitivement paraît la plus compliquée pour les experts comptables. C'est-à-dire que quand j'explique tout ça, intuitivement, ils se disent: «Oh là, c'est le prix enfin, c'est la vente qui va être compliquée». Ouais, En réalité, c'est presque la partie la plus facile. Mais ça, il faut un peu de temps d'intégration. En fait, le client, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ce soit le client qui achète la mission et pas nous qui la vendions. D'accord? Globalement, une fois qu'on lui a expliqué, alors même si on l'a fait un peu rapidement là, ce qu'on va faire, le client se rend compte de deux choses. Un, c'est du pur bon sens et c'est évident que c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Si on le fait bien, c'est comme ça que ça finit. Deux, il se demande généralement aussi comment ça se fait qu'on lui a jamais proposé avant ou que personne ne lui en a parlé avant ou que ça lui, enfin, voilà, et ça s'est jamais produit avant. Même moi, j'ai eu ce problème chez mes propres clients au fur et à mesure qu'on mettait en place l'offre. Et donc, une fois qu'on a atteint ce stade, c'est-à-dire si on a bien fait la présentation, normalement, on atteint ce stade, le client est très intéressé, comme tu viens de le dire. Et donc, la question, c'est maintenant, combien financièrement, hein, va falloir y passer. La mécanique qu'on propose, c'est de dire, en fait, on va vous faire économiser beaucoup d'argent, d'accord? Plus on a de ressources à notre disposition, plus on a de temps devant nous, plus on va vous faire économiser de l'argent. Ça, c'est certain, parce qu'entre vous qui ne savez pas vraiment comment faire, ou en tout cas, même si nous, on est là, mais si on n'a pas fait l'étude, ça veut dire qu'on n'a pas le chemin, d'accord? Si on n'a pas le chemin, on va tourner en rond, on va prendre des mauvaises rues parce qu'on ne sait pas exactement le meilleur chemin. Là, si on tire tout droit, on va aller beaucoup plus vite, donc on va économiser beaucoup. On a des petites méthodes de calcul pour évaluer un peu ce qu'on peut faire économiser aux clients. Et ensuite, la mécanique est relativement simple. C'est comme il s'agit d'un suivi, comme le GPS, on leur propose une facturation mensuelle. D'accord? C'est un abonnement mensuel de suivi qui permet de faire l'audit initial et de dérouler le suivi. Donc comme ça, en plus, on est sûr de garder du récurrent, ce qui va être très intéressant pour toi, Florian, parce que ça veut dire que je vais remplacer une compta récurrente, hein, dont on sait que bon, elle va souffrir plus en plus, par un conseil récurrent. D'accord? Et ça, c'est très important parce que ça évite aussi de devoir tous les mois aller revendre des missions et de courir après la vente. En fait, je séquence comme ça avec des abonnements mensuels. Et l'idée, c'est de dire au client, mais en fait, vous êtes gagnant ou gagnant. C'est-à-dire, ou je vous facture un abonnement mensuel, on fait l'analyse. Je n'ai pas trouvé de quoi vous faire économiser ce que je vous demande comme investissement. Dans ce cas-là, je vous fais pas payer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Comme ça, vous êtes sûr finalement que ça vous coûte rien si ça vous rapporte rien. Et si j'ai trouvé de quoi vous faire économiser, alors là, on va dire, on a deux formules. Soit la formule, du coup, j'ai un abonnement qu'on vous a calculé à l'avance, vous étiez d'accord, et on facture cet abonnement-là, en général quelques centaines d'euros par mois. Et ensuite, j'ai une deuxième formule, parce qu'il y en a qui préfèrent, qui est, on va déterminer combien on vous fait gagner sur telle période, et on va vous prendre un pourcentage. Ouais. C'est pas ma méthode préférée, je le dis très sincèrement, parce que je préfère le côté fixe, tu vois, de l'abonnement. Et puis, Bien si sûr. le client il gagne 350 000 euros, je suis ravi pour lui. Moi, j'ai pris ce que j'ai pris, j'ai fait mon travail, je suis content, il est content, tout le monde est content. Mais il y a des clients qui aiment bien cette mécanique du gain. Et finalement, quand tu le présentes comme ça, alors bien sûr, il faut expliquer comment ça va se passer. Donc ça, on va peut-être en parler 2 secondes, mais comment ça va se passer dans le déroulé. Et quand tu l'expliques comme ça, finalement, c'est un peu comme, en tout cas, c'est comme ça que je le présente. C'est un peu comme si tu dis, tu vas dans la rue, Florian, tiens, tu descends en bas de chez toi, puis tu dis, bon, je vous échange un billet de 10 euros contre un billet de 100 euros. Entre guillemets, vous me donnez 10 euros, je vous rends 100 euros. Et c'est un vrai, il n'y a pas de piège. Voilà. Je pense que ça va être assez efficace. Enfin, tu vas vite perdre beaucoup Je d'argent, pense. d'ailleurs. Là, c'est un peu quand même ce qu'on propose, en gros. On leur dit, vous me donnez un billet de 10 euros, je regarde. Si j'ai pas de quoi, je vous le rends. Si j'ai de quoi, je vous donne 100. Voilà. Donc, quel est le risque? Il n'y en a pas. Bon, voilà. Et donc, c'est très efficace. Et sachant ils ont un petit peu l'habitude, les experts comptables, où tu vois, on fait souvent, une mission récurrente et on fait un prélèvement, on va dire en mensuel, trimestriel. Donc, c'est un peu le même procédé que tu as mis en place. Bon, moi, je voudrais que maintenant, tu m'aides à intégrer ce conseil dans ma routine de cabinet. Alors, je t'avais posé une question quand on a préparé le rendez-vous. Je t'ai dit: «Bon, ce serait peut-être bien d'aborder ça au moment du, rendez-vous bilan». Là, tu m'as dit: «Non, surtout pas. C'est une erreur de faire ça». Alors, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi c'est une erreur de le faire en même temps que ce rendez-vous bilan là? Alors, il y a au moins 2 raisons, Enfin, il peut y en avoir plein d'autres, mais il y a au moins 2 raisons. La première, c'est que quand je fais le rendez-vous bilan, alors bien sûr, ça dépend des experts comptables, il y en a qui vont être plus ou moins longs pour faire une présentation de bilan, plus ou moins complet, qui vont aller plus ou moins loin dans l'analyse des chiffres, enfin bref, tu connais la mécanique et ici on parle essentiellement des experts comptables, donc j'y reviens pas. Ça veut dire que ça prend du temps, d'accord? Donc mon client, on est d'accord, lui, la compta, c'est quand même pas ce qu'il préfère. Sinon, il aurait peut-être fait expert comptable, en tout cas, ou comptable. Il est là, il a besoin de connaître ses chiffres, ça l'intéresse, plus ou moins parfois, mais ça l'intéresse. Et donc, on va lui présenter le bilan, on va lui parler d'entreprise, de son entreprise, et on va lui parler de chiffres et de compta pendant 3/4 d'heure, 1 heure. D'accord? Au bout d'1 heure, le client, généralement, il en a assez de Mais cette sature. partie-là. Il sature en termes d'écoute, a fortiori parce que ça l'intéresse moins que d'autres choses ou que son métier. Donc, venir à ce moment-là, dire, au fait, maintenant, on va prendre 1 heure de plus pour qu'on parle de vous, c'est une erreur fondamentale. Ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est dire, maintenant, il faut aussi qu'on parle de vous, mais à un autre moment. Ce qui m'amène à la deuxième raison, que tu retrouveras par rapport à ce que je te dis tout à l'heure. Là, quand on fait les bilans, on est d'accord qu'on parle de l'entreprise, de la Oui. société. C'est le bilan de la société, là, pour le coup. D'accord? Le résultat du travail de mon dirigeant, mais c'est quand même les comptes de la société. J'ai dit tout à l'heure, le client, c'est le dirigeant. À partir du moment où le client, c'est le dirigeant, confondre dans un même rendez-vous la société et l'entreprise avec le dirigeant, c'est une erreur parce que ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'après, on a du mal à faire comprendre au dirigeant qu'en fait, on voulait parler de lui, alors qu'on est dans un rendez-vous, on parle de Oui. l'entreprise. Pour ces 2 raisons-là, au moins, s'il en fallait d'autres, je peux en donner d'autres, mais pour ces 2 raisons-là, au moins, il ne faut pas le faire au rendez-vous bilan. Par contre, c'est le moment idéal pour dire, faut qu'on prenne un rendez-vous, faut qu'on parle de vous. Voilà. Ça, c'est fondamental. Mais surtout, faut pas mélanger les 2. Je vais t'embêter, je vais dire: «Oui, mais je sais qu'on court après le temps, donc j'aurais peut-être pas le temps de me faire», par exemple, on va dire, j'ai 200 clients, je vais pas pouvoir faire 200 heures au mois de septembre. Donc on va essayer de te prendre 30 minutes à ce moment-là et puis on fait comme on peut. Et je sens que là, tu vas bien me répondre. Non, non, mais en fait, tu as raison de poser cette question parce que, finalement, c'est un peu le problème de tout le monde. En tout cas, des experts comptables, ça, c'est une certitude pour en accompagner un certain nombre. Le problème fondamental, quand on veut mettre en place du conseil, finalement, pour l'expert comptable, là, je parle, c'est le temps. Voilà, tout simplement.
L'organisation, elle existe, hein. Je veux dire, moi, j'en ai une à proposer, on a toute la méthode, on a la technicité, on a tout ce qu'il faut. La seule chose que j'arrive pas à créer de manière magique, c'est le temps, d'accord. Et en même temps, c'est la chose qui est la plus équitable sur cette planète, Ouais. puisqu'on a tous 24 heures par jour, me semble-t-il. Bon, voilà. Et on redémarre toutes les journées avec le même temps, tu remarqueras tous. Euh, et donc finalement, c'est quelle est l'utilisation que chacun fait de son temps. Il y a beaucoup d'experts comptables qui ne passent pas dans la formule conseil parce qu'ils ne veulent pas admettre ou ils ne peuvent pas, qui est presque la même chose, hein, passer dans un mode où il faut qu'ils aient du temps pour faire du conseil. C'est un peu la peur du vide. Oui, mais si je fais pas des comptes, si je fais pas des bilans, si je fais pas ci, est-ce que je vais arriver à vendre des missions? En fait, il faut se rendre compte que les dirigeants, s'ils nous achètent des missions à nous, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce que on y consacre du temps aussi. D'accord? Moi, j'ai pas de période fiscale, j'ai pas de non, mais j'ai pas le temps, etc. Alors, j'ai un agenda assez chargé, c'est vrai, mais on a du temps, on écoute les clients, d'accord? Et on leur parle d'eux. Si les experts comptables consacrent du temps à leurs clients, et ceux qui le font avec moi le savent, c'est-à-dire on se pose, on discute, on oublie 5 minutes les comptes, d'accord? On n'est pas venu pour parler de chiffres, de bilan, de rentabilité ni rien. Parlons de vous. Vous voulez aller où? D'accord? Simplement en faisant ça, en ayant ce temps disponible, on peut faire énormément de choses. Donc forcément, pour te répondre, si j'ai pas le temps, je tourne en rond. C'est-à-dire, si j'ai pas le temps, je vais évidemment pas le prendre. Si je le prends pas, je vais faire des choses en 30 minutes, en 15 minutes, en rien du tout. Et forcément, par rapport à ce que j'ai expliqué, ça marche pas, puisqu'en gros, il va falloir que je réponde dans ces 30 minutes, sans prendre le temps ni de vendre quelque chose, ni de faire une étude correcte. Bah donc, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, on ne sort pas du schéma actuel où on fait du conseil à la volée non facturé. Voilà. Quelle serait la 1re étape, en fait, pour pouvoir un petit peu changer cette organisation? Pour passer on va dire, l'expert comptable traditionnel, comme on fait, avec le petit conseil à la volée, à ça y est, je structure un peu. Par quel pied il faut commencer d'après toi? Alors, ça va dépendre, à mon avis, de la taille du cabinet déjà, hein. Ok. On prend Quand on sur une est taille traditionnelle, toi, les 10-20 salariés max? Alors, si je dis ça dépendait de la taille, je veux dire parce que les plus gros cabinets vont avoir moins de problèmes, puisqu'en fait, enfin, moins de problèmes, ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent, hein, d'ailleurs, mais en gros, faut prendre une équipe, la mobiliser sur le sujet. Maintenant, si je suis dans des cabinets de plus petite taille, comme la mienne d'ailleurs, ça veut dire que ce sujet est beaucoup plus proche de l'expert comptable. C'est à lui, en fait, souvent, d'avoir ce point d'inflexion. Et quand je dis ce point d'inflexion, c'est quasiment même une cassure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut sortir du cercle vicieux du je fais des bilans et c'est ça qui me rapporte et du coup j'ai pas le temps et je fais plus de bilans parce que la rentabilité baisse donc en fait j'ai encore moins le temps. Ok? Il n'y a pas, et je parle même pas de la facture électronique, de l'IA, de rien du tout. Juste là comme ça tel que c'est, il n'y a pas 36 façons de faire. Il faut à un moment donné briser ce cercle. D'accord? Briser ce cercle, ça veut dire que l'expert comptable, à un moment donné, doit prendre son courage à deux mains. Je ne vois pas d'autre façon de le dire. Et de dire stop, stop, j'arrête ce cercle vicieux, je coupe le fil, je vais couper mon temps de travail et je vais me consacrer au conseil. Concrètement, ça veut dire, je vais arrêter de faire des bilans, des supervisions, des bilans de supervision, des présentations de bilans, etc. Je vais prendre mon agenda, je vais prendre soit quelqu'un dans mon équipe, soit quelqu'un d'externe que je vais embaucher, peu importe. Ça, à la limite, c'est de la stratégie pour arriver à ses fins. Mais en tout cas, je vais faire en sorte de ne plus être monopolisé que par ça. Je vais me mettre dans le planning du temps pour du conseil. D'accord? La grosse difficulté, elle est là. Qui a le courage de cette cassure, de briser ce cercle? Et ben finalement, ils sont pas si nombreux, ce qui fait que faut le reconnaître. Et d'ailleurs, je te remercie de me donner l'occasion ici de pouvoir le dire, parce que j'espère que ça va en entraîner plus, avec moi ou pas avec moi. Hein, je veux dire, pas de souci, Ça mais il faut absolument prendre conscience que s'il n'y a pas cette cassure à un moment donné, il se passera rien. On est dans un cercle vicieux. Et j'ai envie de dire, le seul truc qui pourra se passer à un moment donné, c'est qu'il sera trop tard. Là, pour l'instant, il n'est pas trop tard. Simplement, il faut prendre son courage à deux mains, supprimer des choses qu'on fait et dire maintenant, je me consacre des journées au conseil. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième, c'est que bien sûr, il faut avoir une stratégie, il faut savoir qui va faire les bilans, mais ça, c'est pas la difficulté. La difficulté, c'est maintenant, c'est la peur du vide. C'est-à-dire, j'ai mis une journée dans mon agenda, je fais quoi? rentabiliser, D'accord? tu vois? Voilà. Ben, en fait, je vais aller parler avec mes clients, d'accord? Alors bien sûr, je peux me faire accompagner par Olivier Sanchez,
mais aussi par d'autres, d'accord, pour écouter mes clients, pour savoir les écouter, pour savoir mettre en œuvre une mission de conseil dans mon cabinet, mais ne serait-ce que de les écouter. Quand je fais les accompagnements, c'est ce qu'on fait en premier, ne serait-ce que de les écouter. On vend déjà des missions sans quasiment rien faire de plus. Les clients n'attendent que ça. Prenez des journées, sachant que, au pire, vous pouvez prendre une demi-journée, mais le cerveau n'est pas fait pour fonctionner en demi-heure sur ce genre de truc. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont faire des bilans de 10 à 12, enfin de 8 à 10, et du conseil de 10 à 12, se trompent. D'accord? À minima, il faut que ce soit des demi-journées complètes. D'accord? Et je préconise même des journées. Mais bon, au moins des demi-journées. Qui, aujourd'hui, parmi les experts comptables de cette taille-là, en plus, va avoir le courage de dire stop, j'arrête, je vais me prendre des journées et je vais y arriver. Et quand tu vois tous les experts comptables qui se plaignent chaque année, et je les comprends, hein, de la période fiscale, du fait que c'est difficile, et bon, bref, tu connais cette musique-là, tout le monde la connaît. Et je me dis, à quel moment on arrête ce cercle-là? À quel moment on dit, je prends mon destin en main et je fais du conseil? Pour ceux qui veulent en faire, hein, parce qu'il faut quand même dire que tout le monde ne veut pas forcément faire du conseil. Mais pour ceux qui veulent en faire, et en réalité sont nombreux, il n'y a pas d'autre chemin. C'est ça l'élément de départ. Justement, moi, tu sais comment on est des experts, on adore les outils et je cherche de mon côté. Donc tu m'as parlé d'Atom 8, ce que tu faisais et bah, il y a l'outil, juste à cliquer dedans et ça va faire mon travail. Et quand je t'ai dit ça, tu m'as dit: «Bah, limite, on n'en parle pas de mon outil parce que c'est peut-être pas le plus, important. C'est plutôt de passer l'humain et l'écoute». Est-ce que tu peux approfondir ça? Si tu es en train de me dire que l'outil, ça sert à rien? Concrètement, ce qui me fait dire parfois, d'ailleurs, j'ai des discussions sur le sujet par rapport à l'IA, et cetera, ce qui me fait dire qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dessus, sans trop craindre du côté de l'IA, c'est que la problématique du conseil, elle est avant tout humaine. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'écoute, hein, il faut beaucoup d'empathie, il faut comprendre les objectifs du client, il faut comprendre ce qui est dit, mais aussi ce qui est pas dit, et il faut comprendre son mode de fonctionnement, d'accord? 2 clients avec le même objectif, on fera pas forcément pareil parce qu'ils n'ont pas la même façon de fonctionner. Ça, c'est la partie la plus importante. Nous, pourquoi on a fait un outil? Parce que ben, quand tu multiplies les clients, d'accord, ce que je te disais tout à l'heure au niveau de la data, au niveau des données, en fait, ça devient un peu compliqué, pour pas dire plus, de piloter toutes ces données. Et nous, ce qui nous a vraiment fait construire l'outil, c'est on s'est dit, alors on peut avoir tous les tableaux Excel du monde, alors même en papier, à la limite, on pourrait avoir tout en papier, hein, pourquoi pas, c'est évidemment pas à l'ordre du jour, mais on pourrait avoir tout en papier. Est-ce qu'on a déjà vu un classeur sortir de mon armoire, me taper sur l'épaule en disant dis donc, il y a un truc à voir dans le dossier de ton client Jean-Paul? Non. Donc on s'est dit, si on veut pouvoir être réactif, le suivi étant crucial, si on veut pouvoir être réactif, faire chef d'orchestre avec de nombreuses personnes qui interviennent sur une chose ou sur une autre et qui ont des informations à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait un outil simplement qui nous aide à centraliser l'information. Par contre, l'outil, aucun outil aujourd'hui, aucun, ne permet de faire du conseil. Et je donne une opinion un peu tranchée, je pense que c'est pas prêt d'arriver. D'accord? Non pas parce que la technologie le permettrait pas. D'accord? Avec tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec l'IA, c'est incroyable. Mais simplement parce qu'on est sur deux rails parallèles qui sont pas amenés à se croiser. Globalement, l'humain, le mode de fonctionnement humain qui permet de comprendre les gens, qui permet d'avoir l'empathie, c'est ce qui fait qu'on fait des erreurs toute la journée, c'est ce qui fait qu'on est parfois lent. Et donc, la contrepartie, c'est la machine, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, elle, sa raison d'être, c'est jamais d'erreur. Hein, quand il y a une erreur de la machine, en fait, c'est pas la machine qui s'est trompée, c'est le C'est le concepteur ou codage, ouais. l'utilisateur. Donc, la machine ne fait pas d'erreur et la machine va aller de plus en plus vite sur ce rail mécanisé. Par contre, le rail qui est à côté de l'empathie, de la compréhension des émotions humaines et de ce qui est dit, mais aussi de ce qui n'est pas dit, et a fortiori de la relation entre plusieurs personnes, pour l'instant, c'est totalement hors de son champ d'action, et c'est pas une question de vitesse hein, d'apprentissage. Ceci étant dit, je ferme la parenthèse, ça veut dire que les experts comptables sont nourris aujourd'hui à l'outil pour la prod de compta. Okay, donc, plus d'outils, de plus en plus d'outils, de plus en plus efficaces, de plus en plus rapides, etc. Et font donc la confusion en disant, pour le conseil, en fait, c'est pareil. Il faut un outil. Ouais. Sans outil, je fais pas de conseil. La réalité, c'est que c'est exactement l'inverse. Pour la raison que je viens de donner, on peut très bien faire du conseil sans outil, d'accord?
Moi, j'ai pas spécialement besoin de l'outil pour faire du conseil aujourd'hui. Si j'ai besoin de l'outil, c'est pour multiplier, pour rentabiliser le volume de conseils et pour m'assurer de l'efficacité. Sinon, il faudrait que j'ouvre mon classeur tous les 3 matins ou alors qu'on fasse des réunions toutes les 5 minutes. Là, on a besoin de l'outil. Par contre, sur le reste, on n'a pas forcément besoin de l'outil. J'ajoute que, en plus de l'outil, la première cible des experts comptables pour faire du conseil, c'est la formation technique. D'accord? Donc, en fait, dans l'ordre, ils mettent l'outil ou la formation technique, c'est selon, d'accord? Ouais, souvent ça, En ouais. 2, l'autre, hein, donc on va dire outil, formation technique, et éventuellement en 3, peut-être, on va écouter le client. Voilà. Ce que je dis, c'est que c'est exactement l'inverse. Le handicap principal aujourd'hui des experts comptables, c'est l'écoute, le manque de temps, l'absence d'offres, et après, éventuellement, la formation technique, et en dernier, l'outil. Je voudrais qu'on aille maintenant sur le conseil pratique que tu vas me donner pour lancer ma nouvelle offre. Quels sont ces 3 tips, ces 3 conseils pour justement présenter une offre au cabinet dès lundi prochain? Alors, dès lundi, ça va être sport, hein. Globalement, ce qu'on présente au client, d'accord, l'histoire de où est-ce que vous voulez aller, hein, de l'objectif, il faut se l'appliquer à soi-même, déjà. Oui, OK? c'est vrai. Globalement, on parle là, essentiellement de petits cabinets, mais ça vaudrait pour les gros, mais évidemment, c'est plus compliqué. Il faut déjà se demander ce qu'on veut soi. Voilà. Moi, quand je suis expert comptable et j'en accompagne comme ça, donc je peux le dire à l'aise, certains se reconnaîtront. Je suis expert comptable et en fait, je me lève tous les matins et ce que je fais est complètement à l'envers de ce que je veux faire. Je me dis: «C'est quand même dommage d'avoir fait 8 ans d'études, d'avoir, heu, d'avoir tout ce savoir» parce que globalement, quand vous avez fait toutes ces années d'études avec le stage, avec l'expérience et cetera, bon an mal an, vous savez faire beaucoup de choses. On ne sait pas tous faire la même chose, mais vous savez faire beaucoup de choses. Ben, quand on a tous ces moyens à disposition, c'est quand même triste, on peut se le dire comme ça, Florian, de se lever le matin et de se dire qu'on va à l'usine parce et qu'on n'a pas le choix. On a le choix, d'accord? En tant qu'expert comptable, on a vraiment, aujourd'hui, ce sera peut-être pas toujours le cas. Aujourd'hui, on a le choix de se dire, je veux plus que ce soit comme ça et je vais m'en donner les moyens. Donc, je crois que le premier travail à faire, c'est sur soi. Si je veux lundi mettre une offre en place au cabinet, il faut déjà que moi, j'ai vu avec mes objectifs et que ça rentre dans mes objectifs. Voilà. Je veux faire du conseil. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième, c'est de se dire que l'élément central pour pouvoir le mettre en place, c'est qu'il va falloir que j'écoute mes clients, mais que je les écoute vraiment. Je vois trop souvent des cabinets, enfin, des experts comptables, qui pensent qu'ils savent écouter. Alors, il y a des meilleurs spécialistes de l'écoute que moi. Mais ce que je peux te dire, c'est que la plupart des experts comptables ne savent pas écouter. D'accord? Ils entendent, comme tout le monde un peu, ils prennent ce qui les intéresse et ils n'écoutent pas du tout le reste, posent très peu de questions. Et finalement, ben, du coup, ils savent rien. Enfin, ils savent rien du client. Et finalement, ben, on ne peut pas faire du conseil comme ça. Donc, il faut admettre que l'écoute, c'est pas ce qu'on fait le mieux. Et donc, ça veut dire que si je veux lancer une offre là-dessus, ça veut dire qu'à partir de lundi, il faut que je me force à écouter, que je me forme sur l'écoute et que je mette du temps d'écoute. L'écoute, ça ne se fait pas en 5 minutes en disant au client, bon, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes, vous pouvez pas m'expliquer 2, 3 trucs? Ouais. Non. L'écoute, c'est je me pose, bien sûr, j'ai pas le temps, mais c'est comme ça. Il faut que je le prenne, sinon je le fais pas. Je me pose, je vous pose des questions, vous me répondez, je vous écoute. Ça veut pas dire qu'il faut les laisser divaguer, les clients sur tout et sur rien, hein. Mais en tout cas, je les écoute, je prends des notes. Rien que ça, la, la mise en place du conseil est déjà faite, disons, à 25%. Ensuite, peut-être le dernier bloc, enfin, s'il fallait en donner 3, hein, tu m'as demandé 3, donc ça veut dire que quand j'arrive au cabinet lundi, je prends ma liste de clients, d'accord? Et je dis ma liste de clients, elle est fausse. Toute ma liste là d'entreprise, elle n'existe pas. Je vais transformer cette liste en clients personnes physiques. D'accord? J'ai besoin de savoir à qui je parle. Quand vous voyez dans des cabinets qu'on fait des bilans, qu'on ne sait même pas, que personne ne sait quelle est l'activité du dirigeant, et bon, voilà. Et je Oui. parle pas de savoir qu'il est marié, de savoir qu'il y a des enfants, de savoir quel est son objectif de son activité sportive, savoir, enfin, bref, on sait rien. Voilà, on a juste des chiffres. Vous pouvez pas travailler comme ça pour faire du conseil. Donc la première chose à faire, c'est identifier les clients. Et si je peux, pour finir, si tu m'autorises un troisième et Vas-y, tu demi, peux. c'est de les définir, c'est-à-dire c'est d'essayer de les décrire un tout petit peu en termes de profil, de ce qu'ils font et de ce que je sais d'eux en tout cas. Voilà. Avec ces 3 éléments-là, on peut déjà démarrer.
comment tu fais quand même pour avoir la connaissance et te tenir informé sur toutes les espaces, côté, je vais monter des SCI, après je vais sur le patrimonial, après je vais là. C'est compliqué, tu peux pas tout savoir. C'est pour ça, c'est peut-être comme tu dis, commencerons par un étape, tout en gardant le 360. Comment faire? Il y a un concept assez facile à comprendre qui est, tu fais du sport, Florian? Oui. Je sais bien que c'est pas ton interview, mais est-ce que tu fais du sport? Si, je fais du sport, oui. Tu fais quoi comme sport? Je fais un petit peu de basket. Bon, voilà. Bah, écoute, quand tu regardes la NBA, Oui. d'accord, je suppose que ce qu'ils font te paraît incroyable. Oui, Et ça te paraît incroyable, pourquoi? Parce que toi, tu fais du basket une fois de temps en temps par plaisir, en amateur, je présume, et en t'entraînant plus ou moins. Bon, en réalité, si tu faisais ça tous les jours, je te dis pas que tu jouerais en NBA, mais j'aimerais bien, mais mais ce que je dis, c'est que en faisant ça tous les jours, ouais, ce que font les joueurs de NBA ou du championnat de France d'ailleurs, te paraîtrait beaucoup moins extraordinaire, d'accord? bien sûr. Pareil pour la course à pied, je veux dire, entre celui qui va courir une fois le dimanche et ceux qui font Tous les jours. le marathon en 2 heures, on se dit c'est juste pas possible, on n'arrive pas à comprendre cette différence. Et en fait, une grosse partie de la différence réside dans l'entraînement, d'accord? Donc, si je remets ça maintenant à ta question, en fait, les experts comptables aujourd'hui, qui parfois me disent ouais, mais toi c'est pas pareil, tu sais plein de choses, tout ça c'est facile, etc. Ben, il y a deux choses. Un, c'est sûr que quand tu parles d'un sujet, la SCI, l'article ceci, le montage cela, la retraite, la prévoyance, parce que tu l'as vu une fois tous les 4 matins entre deux bilans, c'est pas la même chose que de passer ses journées dessus. Moi, je fais que du conseil. Donc, en gros, toute la journée, je suis là-dessus. Le montage ceci, le montage cela, l'article ceci, c'est mon quotidien. Donc, comme toi, pour le basket, si tu veux, je m'entraîne tous les jours. Je vais te poser la question autrement. Est-ce que c'est possible quand tu es tout seul aux manettes, expert comptable, ou est-ce qu'il faut être associé? Non. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut comprendre que si tu t'entraînes, tu vas déjà en faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Bien sûr. Maintenant, et bien sûr qu'il y a une phase de transition, d'accord? Toi, tu as un travail, demain, tu vas pas le laisser pour aller faire du basket la journée parce que peut-être un jour ça te paiera, mais en attendant, ça va pas te payer. La Donc, transition est dure. voilà. Et donc la transition, ben, je crois que c'est là où on a trouvé la bonne formule avec Atom 8, parce qu'en fait, on permet aux experts comptables d'y aller en douceur, d'accord? La seule chose qu'on leur demande, c'est de prendre cette décision de la fracture, mais après, on leur permet d'y aller en douceur en les accompagnant sur la méthode, d'accord? Donc, on les accompagne à travers des routines, hein, c'est 1 heure par semaine, et on les fait avancer pour qu'ils puissent le mettre en route. Et ensuite, on les accompagne en tant que support technique, d'accord? C'est-à-dire que toute l'équipe qu'on a, nous, en interne, le temps que eux se forment, et il y a beaucoup de cabinets que je forme avec qui, enfin, je travaille et que j'accompagne et qui le font sous cette méthode-là, on leur sert de support technique. C'est leurs clients, ils s'interviennent dans le dossier, plus ou moins en fonction de où ils en sont, à quel stade, et nous, en fait, on fait le support technique pour qu'ils puissent avancer. Je crois que si ils prennent cette décision de la fracture, hein, et qu'ils comprennent qu'en s'entraînant, ils vont progresser beaucoup plus vite, donc en y consacrant du temps, avec notre soutien derrière, c'est quelque chose alors, lundi matin, non, mais dans une période qui va de 12 à 24 mois, qui peut vraiment bien se mettre en place dans tous les cabinets qu'on a accompagnés, c'est à peu près le délai. Je voudrais faire un petit jeu avec toi qu'on appelle le jeu Ceci et Cela pour apprendre un petit peu mieux à te connaître. Allez, Je vais te poser une série de questions et tu vas me répondre. Est-ce que tu es plutôt compta ou conseil maintenant, toi? conseil. Tu préfères la ville de Valence en Espagne ou Paris en France? Je vais me faire taper dessus, mais Valence, oui, bien sûr. Et pourquoi? Tu peux nous dire un petit peu? Oui, alors, culture espagnole, les gens sont très détendus, c'est très familial, très sûr aussi et très ouvert. Voilà. Bon, je parle pas du soleil puisque là, il va y avoir débat. Il suffit de regarder la météo, mais pour le reste, même si j'aime beaucoup Paris, pour le reste, Valence, c'est vraiment une ville très, très, très. Je vais encore aller un petit peu sur ce penchant-là. Tu es plutôt bœuf bourguignon ou paella valenciana? Paella Valenciana. Alors on dit C'est ça. paella, hein, et Aïe. Valenciana, en fait, il y en a qu'une, hein, elle est de Valence, mais il y a toute une ribambelle de types de paella et de riz d'ailleurs. Ici, on peut en manger, il y a toute une carte de 4 pages pour ça, et donc la paella Valenciana, c'est une de parmi tant d'autres. T'es plutôt fêtard ou pantouflard?
Et ça dépend à quelle époque, mais là, aujourd'hui, on va dire pantouflard. Tu es plutôt mer ou montagne? Alors, je suis vraiment les 2. S'il faut choisir, je vais dire mer parce que mon activité principale sportive, c'est le kayak de mer, c'est le surf ski. Ah, top. Mais très sincèrement, on passe presque toutes nos vacances, à la montagne. J'adore la montagne, autant que la mer. Et la dernière, est-ce que tu te présentes comme expert comptable ou expert conseil? Alors, c'est bien que tu l'aies gardé pour la fin parce que peut-être que, tes auditeurs, nombreux vont pouvoir nous aider. C'est une question que je n'ai pas tranchée. Je suis expert comptable et ça rassure les clients et c'est un statut dont je suis fier et en même temps, quand j'explique ce que je fais, les clients finissent par me dire: «En fait, vous n'êtes pas vraiment expert comptable». Mais et en même temps, expert conseil, ça a pas l'air de faire non plus l'affaire. Donc, si quelqu'un a une idée, je suis preneur, voilà. Mais aujourd'hui, je suis quand même expert comptable. Bah, écoute, on te remercie de nous avoir accompagnés. J'espère que ça va aider les confrères à prendre le virage et puis n'hésitez pas à appeler Olivier, il sera ravi de vous accompagner sur ce domaine-là, faire voir que notre profession, elle évolue et si on peut prendre le bon chemin, bah, on fonce. Je te remercie Olivier. Exactement. Merci à toi Florian et à tout le monde.